Donc, je suis aujourd'hui, pardon, avec Mathieu Tout-le-Monde, fondateur et CEO d'Agoterra, et Franck Charnet, Head of Sustainability chez Brasserie Cronenbourg. Moi, je suis Isabelle Donat, directrice générale et associée chez LinkUp. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, LinkUp, nous avons pour mission de créer de la valeur à partir de l'engagement, de votre engagement, l'engagement des marques et des entreprises. On est entreprise à mission, on est certifié B Corp et on est à la fois un cabinet de conseil et une agence de communication dédiée aux stratégies d'engagement. Donc, on aide les entreprises et les marques à solidifier leurs engagements et à les faire connaître avec le ton juste, les informations les plus adaptées possibles pour exprimer leurs ambitions. Aujourd'hui, on va vous partager donc avec Mathieu et Franck deux aspects de ce sujet de la communication de l'engagement autour de l'amont agricole. D'abord, Mathieu va vous partager la manière dont chez Agoterra, on engage les chaînes de valeur amont des entreprises en soutenant la transition vers l'agroécologie. C'est un levier de décarbonation, mais c'est bien plus que ça et Mathieu va nous l'expliquer tout de suite. Je vous partagerai ensuite quelques réflexions et bonnes pratiques sur la manière de communiquer sur ces projets d'amont agricole. Et nous reviendrons ensuite avec Franck sur le projet de la filière orge responsable mis en place par les brasseries Cronenbourg et la manière dont ça a été valorisé auprès des consommateurs. Donc vraiment un cas d'école très intéressant sur à la fois l'impact de la transition et sa valorisation auprès des consommateurs. Sans plus attendre, je te passe la parole, Mathieu. Super. Et je passe les slides pour toi. Ok, merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous, merci également d'être là. Je suis donc effectivement Mathieu, le fondateur d'Agoterra. Ce que vous voyez derrière, c'est un champ de lin, parce que c'est là que tout a commencé. En fait, j'ai eu l'idée d'Agoterra il y a 5 ans quand on a décidé de passer la ferme familiale qui est basée près de Lille, à Villeneuve-d'Ascq exactement, en agriculture bio. Et on a cherché des sources de cofinancement. Et en fait, ça a été une idée toute simple qu'on a eue, c'est de remonter notre chaîne de valeur lin. Et on est tombé sur une entreprise dans notre chaîne de valeur qui s'appelle Balzac Paris, donc une entreprise textile qui utilisait in fine notre lin pour faire notamment des t-shirts en lin bio. Et en fait, Balzac Paris a accepté finalement d'accompagner notre transition vers l'agriculture biologique, qui est souvent accompagnée de risques et de coûts associés. Et ça m'a donné donc l'idée de créer Agoterra avec voilà, cette idée d'agora finalement, de rassembler entreprises et agriculteurs au service de la transition. Et peut-être, Isabelle, tu peux présenter voilà, la première slide. Donc aujourd'hui, Agoterra, on est une entreprise à mission certifiée B Corp. Notre mission est assez simple finalement, c'est d'accompagner des agriculteurs, des agricultrices qui veulent changer leurs pratiques vers l'agriculture régénératrice et on le fait via et grâce à des entreprises engagées. Aujourd'hui, on a 4000 agriculteurs et agricultrices engagés dans le dispositif qui est certifié et une centaine d'entreprises clientes, dont Brasserie Cronenbourg. On y reviendra juste après. Et voilà, sachez que on a ce faire ensemble chevillé au corps et notamment chaque année, si c'est des sujets qui vous intéressent, on organise un grand forum autour de l'agroécologie qui s'appelle Carbon Connect et qui a lieu à AgroParisTech. Alors, on va parler, enfin, voilà, vu que je suis le premier à parler aujourd'hui, on avait souhaité fonctionner sous la forme d'un entonnoir finalement. Donc, euh, voilà, j'ai à cœur de vous présenter en introduction les grands enjeux derrière ces sujets de transition. Déjà, c'est des grands défis à le relever et le premier sujet est le sujet du climat et je pense qu'on le vit en ce moment même. Voilà, l'agriculture fait face à des aléas climatiques de toujours plus forts finalement. L'année dernière, année super pluvieuse, donc en moyenne, moins 20% de rendement. Nous, ça a été moins 19% sur la ferme. Difficile de travailler, beaucoup d'humidité, beaucoup de pertes, beaucoup de maladies, notamment du mildiou qui s'est développé. Cette année, année plus sèche. Et en fait, chaque année, on se rend compte que
on a des aléas climatiques qui sont toujours plus nombreux et qu'il est nécessaire finalement d'accompagner la transition de nos agriculteurs sur ces sujets-là. Il y a un enjeu aussi de réglementation. Aujourd'hui, l'agriculture, si vous devez retenir peut-être un chiffre clé, c'est 2% de notre PIB et c'est près de 20% des gaz à effet de serre. Donc on a un gros sujet sur finalement l'amont agricole, des entreprises qui utilisent des matières premières naturelles, comme c'est le cas de Cronenbourg avec l'orge, qui ont besoin d'accompagner la décarbonation de leur amont agricole qui va peser très lourd dans leur bilan carbone, notamment pour voilà, être en lien avec les enjeux de réglementation. Et ensuite, il y a vraiment un sujet autour de la résilience voilà, des filières, puisque en fait, c'est des questions de sécuriser un approvisionnement et peut-être un sujet voilà, autour du réchauffement climatique. Un réchauffement climatique plus de 2% engendrerait finalement une baisse des d'EBITDA de l'ordre de 25%. Du coup, on a plusieurs entreprises, je vous donnerai des cas d'usage concret, mais notamment Pierre Fabre, qui a quantifié son risque lié aux aléas climatiques et à la perte de rendement à hauteur de 25 millions d'euros par an. Et donc, ont pris des actions, bien évidemment, pour bouger. Et donc, on va parler de ces actions. Et une des actions clés, Isabelle, si tu peux changer, c'est d'accompagner son amont agricole avec aujourd'hui une agriculture qui est au centre des contradictions, finalement. Aujourd'hui, une agriculture qui peut être vue comme contributrice, avec un impact sur le climat et un impact sur les sols, sur la biodiversité. Et c'est dû à une seule chose, finalement, c'est les pratiques agricoles qui ne sont plus du tout adaptées. On parle voilà, de labour profond, d'utilisation massive d'engrais chimiques, de monoculture. Alors, voilà, il existe une solution, on aime à dire qu'elle est juste sous nos pieds, mais c'est tout simplement accompagner nos agriculteurs et nos agricultrices à mettre en place des nouvelles pratiques qui vont permettre de réduire l'empreinte carbone de l'agriculture, des pratiques agricoles, de stocker durablement du carbone dans les sols, puisqu'on parle souvent comme solution des forêts, mais le premier puits de carbone terrestre au niveau européen, c'est la capacité de nos sols agricoles à capter du carbone. Et ensuite, une agriculture qui est finalement capable de régénérer nos écosystèmes naturels au niveau local. Et donc là, on va avoir des impacts sur la biodiversité, on y reviendra, sur l'eau, et puis sur notre santé in fine, hein, parce que c'est un élément très important dont on va parler aussi tout à l'heure avec Isabelle. Et donc souvent, on me dit, OK, oui, il y a quelques agriculteurs qui veulent changer, quelques pionniers, mais la plupart des agriculteurs, ils sont résistants au changement. C'est ce qu'on voit souvent dans les médias. Et j'étais super content parce que ça fait 5 ans finalement que je dis, bah non, moi, c'est pas ce que je vois finalement sur le terrain. Et il y a une étude qui est sortie de Jean-Marc Jancovici et de son think tank que vous connaissez peut-être qui s'appelle The Shift Project. Et ils font une grande étude justement auprès des agriculteurs. Ils ont interviewé près de 8000 agriculteurs. Ce qui était super intéressant, c'est trois chiffres clés. Déjà, il y a 86% des agriculteurs qui sont conscients finalement que le dérèglement climatique en général menace la viabilité de leur ferme. C'est d'ailleurs un chiffre clé. 100 000 fermes ont mis la clé sous la porte ces 10 dernières années et le phénomène s'accélère. Et en fait, il y en a 93% qui sont aujourd'hui prêts à changer, passer à l'action dès maintenant. Mais ces agriculteurs qui ont envie de changer demandent un soutien financier, demandent un accompagnement aussi technique et agronomique, justement pour accompagner leur changement de pratique. Et c'est un petit peu la raison d'être d'Agoterra. Finalement, vous l'avez compris, c'est d'accompagner ces agriculteurs qui veulent changer, qui ont besoin de moyens financiers, qui ont besoin de formation, et on le fait via des entreprises engagées qui vont accompagner des transitions au sein de leur chaîne de valeur. Et alors, comment ça se passe? En fait, c'est des programmes qui durent 5 ans. Tout simplement, au début, on va voir les agriculteurs, on va faire un diagnostic initial, on va
voilà, générer un plan d'action. Donc, parmi une trentaine de leviers, on va jouer sur deux tableaux. À la fois la réduction de leurs émissions à l'échelle de la ferme. Donc, on va parler de réduction du travail du sol, puisqu'en travaillant moins le sol, on va moins utiliser les machines, donc moins de diesel. Réduction de la consommation d'engrais. Et puis, on va travailler également sur la partie stockage additionnel des carbones dans les sols. Donc, mettant des couverts d'interculture, donc en fait des cultures qui sont destinées finalement à mourir pour nourrir le sol et booster le carbone dans nos sols agricoles, ou encore de l'agroforesterie, donc réimplanter des arbres et des haies. Et notamment un levier ou des leviers, une catégorie de leviers qu'on pousse de plus en plus, c'est des leviers aussi de biodiversité qui vont pour véritablement avoir une approche holistique de la transition, parce qu'ensuite, on est sur du long terme, on est sur le temps du vivant. Donc en fait, chaque année, on a un suivi annuel pour vérifier finalement que les agriculteurs vont avoir des démarches qui vont avoir un impact. Impact qui est mesuré, suivi par une plateforme. Je vous montrerai deux copies d'écran juste après. Et ensuite, on a un audit de vérification de Bureau Veritas. Et on rentre dans un cadre, un cahier des charges certifié par le label bas carbone, label qui est décerné directement par le ministère de la Transition agroécologique. Et donc pour être super concret, voilà, on a la ferme d'Annabelle, donc en grande culture, qui est à Oison dans le 45, qui est en agriculture bio et qui finalement fait bah, du coup du betterave, du blé, maïs, lin par exemple, et qui va mettre en place donc différents leviers d'action. Donc là, en l'occurrence, on a finalement remplacé les engrais chimiques par de l'organique dans le cadre de sa transition bio. Il y a de l'agroforesterie, il y a l'introduction de légumineuses. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va avoir un impact sur le carbone. Donc son impact est finalement à 5 ans estimé à 750 tonnes de CO2 réduites et séquestrées par an. Vous voyez, c'est un impact quand même assez significatif déjà. Et sur la deuxième slide, Isabelle, on a travaillé, nous, avec une ONG qui s'appelle l'ONG Noé. Peut-être certains d'entre vous les connaissent. C'est un peu le WWF de la biodiversité. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils existent. Ils sont à peu près 200. Et en fait, on a travaillé sur une méthodologie pour mettre des indicateurs pour quantifier le carbone. C'est une chose dans le cadre d'une stratégie de décarbonation. Et on viendra avec un exemple très concret proposé par Cronenbourg juste après. Mais il y a également une stratégie biodiversité, une nécessité de mettre des indicateurs pour suivre de manière dynamique aussi l'impact des agriculteurs. Et donc, on travaille sur 6 grandes catégories de familles, finalement. La couverture du sol, avec notamment voilà, les couverts qui vont être favorables pour les insectes pollinisateurs, comme la féssélie. La réduction du travail du sol, puisqu'en fait, la biodiversité, on a souvent l'image voilà, des ours blancs sur la banquise. Mais en fait, il y a 52% de la vie sur Terre qui est sous terre. Donc en fait, la biodiversité, c'est avant tout finalement la biodiversité de nos sols. Donc il faut les laisser tranquilles, ces sols, et leur laisser le temps de se régénérer. Forcément, des sujets autour de la fertilisation et les produits phytosanitaires qui ont un impact très important sur bah, la biodiversité en termes de pression. Donc là, on voit que Annabelle a une note A, puisque en fait, elle est en agriculture bio, donc elle n'utilise tout simplement pas de phyto. Et ensuite, tout ce qui est infrastructure agroécologique, agroforesterie, et bordure fleurie, qui va aussi avoir un impact sur les insectes et du coup booster la biodiversité au niveau local. Donc tout ça est très concret. Et nous, on permet en fait aux entreprises qui souhaitent passer à l'action, finalement, de définir des programmes en 4 grandes étapes. Le première étape, c'est vraiment la phase de cadrage. On verra avec Franck tout à l'heure, mais beaucoup de choses sont à cadrer quand on déploie un programme d'agriculture régénératrice. On définit les filières prioritaires, on définit les potentiels de réduction en scope 3, on définit aussi les indicateurs qu'on va faire remonter, que ce soit du côté carbone, biodiversité, pour être sûr qu'on atteint finalement les objectifs de l'entreprise en termes notamment de reporting et d'engagement RSE. Ensuite, nous, à Gotera, bah, ça c'est vraiment le cœur de notre métier. On va déployer un programme d'agriculture régénératrice, donc c'est-à-dire que
auprès des agriculteurs partenaires, auprès des coopératives partenaires. On va engager les agriculteurs dans un programme de 5 ans. Et c'est la troisième brique qui vont nous permettre en fait de faire remonter énormément de données certifiées compatibles GHG protocole qui vont permettre finalement de retravailler notamment sur les facteurs d'émission et donc de venir en réduction du scope 3 dans le cadre voilà, du bilan carbone de l'entreprise globale. Et ensuite, c'est la brique numéro 4, on va y revenir juste après, avec, bah voilà, en fait, c'est de l'investissement pour l'entreprise. Il faut bien sûr un retour sur investissement et un des retours sur investissement. Et finalement, bah, l'idée de valoriser ce programme, créer de l'engagement des collaborateurs, créer de l'engagement avec les clients. Et donc, c'est ce dont on va parler très concrètement avec Isabelle juste après. Sachez que voilà, le cœur de notre promesse ne peut être que tenu parce qu'on a une plateforme pour suivre ces 4000 agriculteurs et quelques de manière dynamique. Donc, en fait, chacun des projets en fait, sont connectés à la plateforme et nous permettent de faire remonter des informations qualitatives et quantitatives. Donc, quantitatives, c'est vraiment sur les indicateurs carbone, biodiversité. Et ensuite, qualitative, en fait, on va avoir tout le storytelling aussi de l'agriculteur, des photos des cultures, etc. Dans l'objectif notamment de créer de l'engagement et une histoire avec vos parties prenantes. Voilà, sachez qu'on travaille avec différentes entreprises, notamment voilà, Cronenbourg. On a une centaine d'entreprises engagées. Et peut-être, Isabelle, ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est fait de notre mission, et donc c'est le deuxième slide, le slide suivant, de justement de reverser bah, la plus grande partie de la valeur. En moyenne, on a 70% finalement aux agriculteurs. Donc en fait, ce qu'on va collecter auprès des entreprises, nous, vraiment, notre mission, c'est de reverser pour très concrètement financer la mise en place de pratiques régénératrices. Et on s'appuie aussi sur différents partenaires agricoles qui sont généralement les coopératives qui vont faire les suivis techniques, la formation. Et nous, on se positionne plus comme un tiers de confiance chef d'orchestre pour, vous l'avez compris, déployer un programme d'agriculture régénératrice de A à Z, du cadrage à la mise en place jusqu'à la valorisation, souvent avec LinkUp d'ailleurs. Et peut-être trois petits exemples très simples pour que vous puissiez voilà, enfin, l'idée, c'est que l'agriculture, c'est quand même concret, donc ce serait dommage de en passer, mais ensuite, on en parlera plus spécifiquement avec Franck, juste après. Mais un exemple, moi, j'aime beaucoup, c'est avec Pierre Fabre. En fait, Pierre Fabre, ils nous ont demandé d'engager notamment un certain nombre de leurs producteurs de plantes à fleurs, plantes à parfum, dans une transition vers l'agriculture régénératrice sur 5 ans donc dans leur chaîne de valeur, notamment Chardon-Marie, qui est utilisé pour les shampoings Chlorane. Voilà, je fais un petit peu de pub pour eux. Donc avec une approche très locale forcément, puisque c'est au sein de leur bassin d'appro qui est autour de Toulouse. Ensuite, un exemple dans voilà, une autre filière qui est super intéressante aussi, filière qui est voilà, assez opaque, on va dire, à la base, qui est la filière cuir, parce qu'il y a différents intermédiaires. Et nous, on a réussi à travailler sur deux niveaux, en fait. Le niveau de traçabilité, donc nous assurer finalement que les pots qui étaient finalement créés pour la marque Céline, qui appartient au groupe LVMH, soient issus d'élevage qui mettent en place des pratiques régénératrices et d'élevage qui ont une empreinte carbone finalement qui va euh, baisser. Donc il y a un aspect vraiment traçabilité à la peau. Donc s'assurer que ces peaux-là sont utilisées directement pour les sarcellines et un aspect forcément voilà, de résilience, sécurité des approvisionnements parce que notamment aujourd'hui l'élevage en France se porte très mal c'est très très difficile et aujourd'hui, voilà, les veaux viennent surtout des vaches laitières et les vaches laitières qui sont en très forte baisse en France actuellement. Donc vraiment un sujet de résilience et de sécurisation des approvisionnements. Et une filière qui est assez connexe, bah, je voulais prendre une marque un peu plus grande conso aussi, Hippopotamus. Donc là, c'est sur la filière bovine avec voilà aussi un engagement qui a été fait vraiment en B2C, avec notamment des newsletters, de l'activation euh, en magasin, donc avec des QR codes notamment.
Et un truc qui a été super sympa, enfin un truc, pardon, une initiative qui a été super chouette, c'est qu'on a emmené les chefs hippopotamus à la ferme. Donc en fait, finalement, les collaborateurs qui cuisinent de la viande toute la journée. Bah, la plupart n'avaient jamais été voir une ferme et du coup, on a été voir aussi ces fermes qui sont dans leur chaîne de valeur et qui sont engagées aussi dans des programmes d'agriculture régénératrice. Voilà, merci. Merci. Merci Mathieu pour ces éclairages très concrets, effectivement, à la fois du fonctionnement, de la manière dont vous conduisez ces projets, dont vous les suivez avec la data qui permet d'être très concret et qui est pour le sujet que je vais aborder un élément essentiel aussi pour valoriser ces projets-là. Donc effectivement, cet engagement en faveur de l'amont agricole, Mathieu l'a dit, il faut aussi pouvoir le valoriser auprès de ses parties prenantes. Et là, je vais aborder avec vous quelques leviers pour une communication juste et efficace, parce que quand on parle de ces sujets avec nos clients, on voit qu'il y a un certain nombre de freins, de difficultés, de limites qui peuvent rendre plus complexe une communication sur ces projets qui sont parfois trop techniques, parfois encore à l'état de pilote. Donc, on va vous partager quelques convictions sur le sujet et quelques initiatives aussi qu'on a pu mettre en place. Avant ça, je voulais juste revenir avec vous sur deux chiffres, parce que, enfin, deux éléments de données qui sont issus d'une étude menée par Seaways et Pascal Ebel, qui suit tous ces sujets-là très régulièrement et avec qui nous travaillons beaucoup. D'abord, on entend beaucoup ces derniers temps qu'il y a un désintérêt ou un manque, on va dire, de priorisation des consommateurs et peut-être d'autres acteurs aussi sur ces sujets environnementaux. On a une ambiance, un climat ambiant qui est un peu moins favorable qu'il y a quelques années. Mais ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est le fait que la santé, depuis la crise Covid, est un thème majeur qui est devenu de plus en plus prioritaire pour les Français et qui a encore progressé dans l'étude menée par Pascal en 2024 avec plus 6 points. Donc, c'est la préoccupation majoritaire pour 77% des Français. Et derrière la santé, en France, il y a l'alimentation. Et donc, ces sujets d'agriculture durable, si ils sont appréhendés peut-être un peu moins pour leur dimension environnementale, ils vont l'être pour leur dimension impact sur la santé, sur la qualité des produits. Donc, il y a vraiment beaucoup de pertinence à communiquer sur ces sujets-là et à valoriser ce qui est fait. Et quand on regarde un peu ce que les consommateurs et les Français disent quand on leur parle d'alimentation durable, alors c'est un peu différent selon les générations, mais pour toute une partie des Français, les conditions de production restent l'élément majeur d'une alimentation durable. Alors on voit que c'est beaucoup plus fort chez les plus de 55 ans. On va avoir des enjeux de nutrition, de transformation aussi chez les plus jeunes. Donc on va retrouver dans l'alimentation durable ces enjeux de nutrition et ces enjeux de production plus respectueuse des écosystèmes, avec notamment cette peur des pesticides. Mais si on a le sentiment que les enjeux environnementaux sont un peu moins priorisés dans ce contexte aussi inflationniste, la santé est un levier et l'impact de l'amont agricole sur la santé est un levier qui est vraiment de grand intérêt pour les consommateurs. Alors, je le disais tout à l'heure, le premier frein auquel on peut se heurter, c'est le fait qu'on a un projet qui est au stade de pilote et que son impact est encore trop limité pour communiquer dessus. Alors, nous, on a la conviction chez LinkUp que même à l'étape du pilote, on peut communiquer. Et puis, Franck pourra nous partager aussi son expérience sur la filière orge responsable qui a été accompagnée dans sa progression en communication. La clé, c'est évidemment la transparence, la pédagogie sur le contexte du projet, sa nature, sa philosophie, sa progression. Donc, il y a, avec cette obligation de transparence et de communiquer clairement sur c'est les indicateurs clés et sur la protection du projet dans le temps, des leviers de communication. C'est ce que nous avons fait notamment pour Bell à travers le projet Farming for the Future, qui était un projet pilote qui venait s'inclure dans un tout, dans une démarche d'approvisionnement durable du lait dans l'ensemble des bassins de production du groupe Bell. Et
comme un des leviers des déploiements de ce programme, il y avait ce projet Farming qui était un projet avec un petit nombre d'agriculteurs avec lequel on allait identifier des pratiques les plus à même de permettre à Bell d'atteindre son objectif. On a travaillé avec des experts internationaux pour modéliser ces pratiques qui existaient sur le terrain chez certains producteurs. Donc, on est vraiment parti du terrain. Et là, on rejoint ce que disait Mathieu tout à l'heure. On est concret, on est ancré dans le réel, on part du terrain. On identifie des bonnes pratiques, on les modélise, on retient les plus pertinentes et on les partage avec le plus grand nombre. Donc, on est effectivement à ce moment-là dans une phase pilote. Mais ça ne nous a pas empêché, ça n'a pas empêché Bell de communiquer avec les tiers de confiance, WWF qui suivait la démarche, les experts internationaux qui validaient les pratiques et les éleveurs qui étaient engagés et pour lesquels, sur les pratiques desquelles on avait bâti le projet. Donc, on a communiqué sur le projet en étant très transparent sur les impacts, sur les chiffres, sur le pourquoi les pratiques étaient retenues et qu'est-ce qu'elles avaient d'intéressant et comment on allait pouvoir les déployer. Donc, en étant très concret, très ancré dans le réel et très documenté sur la donnée, on peut communiquer sur des projets pilotes et suivre la progression et petit à petit rendre compte du déploiement du projet. Le deuxième frein, c'est le fait que parfois on est sur des sujets assez techniques. Mathieu a été très pédagogue dans sa présentation en expliquant les choses très simplement. Et c'est notre conviction aussi, parfois les sujets peuvent être un peu plus difficilement appropriables pour des publics non experts. Et néanmoins, il y a toujours matière à faire de la pédagogie sur ces sujets qui sont connectés au vivant, qui sont connectés à la nature. Donc, il faut passer par la pédagogie et faire de la pédagogie. Et encore une fois, les consommateurs sont en recherche d'explications, ont envie de comprendre et ont besoin d'être accompagnés sur la compréhension de ces enjeux agricoles, notamment sur l'agroécologie ou l'agriculture régénératrice, qui ne sont pas des concepts encore bien compris et connus, mais on peut en faire la pédagogie en diversifiant les niveaux de lecture, en choisissant les concepts clés les plus à même d'éclairer les consommateurs. Et évidemment, on a en communication, surtout avec le digital, une multitude de types de supports qu'on peut activer et qui peuvent nous aider à faire cette pédagogie. C'est tout le travail qu'on a fait avec Earthworm, une ONG que certaines d'entre vous connaissent probablement, qui transforme également les chaînes de valeur amont des entreprises. Et Earthworm a lancé il y a quelques années un projet en France qui s'appelle Sol Vivant, qui travaille sur la régénération des sols avec un certain nombre d'entreprises. On a accompagné Earthworm à valoriser, à expliquer ce projet pour que tous les partenaires puissent s'appuyer sur ces éléments de pédagogie et faire valoir l'intérêt du projet. Et on s'est attaché à vraiment définir ce qu'étaient ces sols vivants, qu'est-ce qu'on cherchait à faire à travers cette régénération des sols et de sortir des discours trop techniques. Et donc, ce concept clé de sol vivant était très porteur et nous a permis de déployer tout un discours pédagogique. Quand je vous parlais de tous les supports et de tous les formats qu'on a à notre disposition, la bande dessinée et les infographies comme celle-ci, un peu longues, mais où on suit une histoire et on suit un cheminement, sont vraiment de nature à nous laisser l'espace pour développer un discours pédagogique, expliquer des relations écosystémiques et le fait qu'on est sur des choses qui sont à plusieurs détentes et qui vont avoir des impacts à la fois sur la nature, sur les nutriments dans le sol, sur la résistance face au changement climatique, jusqu'à la juste rémunération des producteurs qu'on voit ici en dernière partie. Donc, on peut vraiment, sur ces sujets-là, faire des choses très pédagogiques, très simples et très accessibles pour une cible grand public. Autre sujet, faire la connexion à la marque, faire la connexion au produit. C'est un autre enjeu. C'est ça qui va permettre de donner du sens à un projet d'agriculture, durable, à cette transformation qui est intégrée dans les filières. C'est pas évidemment pas en parlant de son scope 3 qu'on va faire porter de l'intérêt aux consommateurs, mais plutôt en reconnectant au produit ou à la philosophie de la marque, en faisant nourrir la perception de la marque. Donc là encore, c'est un choix. Il faut faire des choix dans les arguments. On ne peut pas tout raconter, mais il va falloir aller choisir ce qui va être de nature à rejaillir positivement
soit sur la perception de qualité intrinsèque du produit, soit sur la perception d'engagement de la marque. Et un levier qui est très important, c'est de faire porter ces messages par les femmes et les hommes qui s'engagent au quotidien, parce que c'est par leur voix et par leur discours qu'on va incarner les projets. C'est tout le travail qu'on a mené avec Rhum JM. Rhum JM, c'est une petite marque de rhum martiniquaise que les amateurs de rhum connaissent bien. Qui travaille vraiment en connexion étroite avec son écosystème au pied de la montagne Pelée. Et on a développé tout un discours pour Rhum JM pour montrer à quel point ils étaient dans une approche très circulaire qui allait voilà, du prélèvement à la restitution à la terre. Et cette notion de circularité, elle était au cœur du discours. Ce n'est pas forcément un concept très facile à appréhender, mais en donnant la parole successivement à tous ceux qui agissent à l'échelle de la chaîne de valeur, on a pu vraiment montrer très concrètement ce que c'était que cette approche circulaire et ce retour à la terre de tous les coproduits de la production. Je vais vous diffuser un petit film très rapide qui vous montre aussi comment, en donnant la parole aux personnes qui font et en les laissant s'exprimer avec leur vocabulaire, avec leur manière de raconter les choses, on est très pédagogique et c'est un discours qui rejaillit très positivement sur la perception de qualité produit et de la marque. Je vais peut-être juste voir arrêter le partage et le relancer parce que je crois que je n'ai pas activé le son. Petit changement. Voilà. Tout le travail agricole qu'on fait, c'est un travail de surface. Mais la vie agricole, elle se passe sous la terre. C'est ce qui passe, c'est toute la biodiversité qu'on trouve à terre, toute la vie écologique, du petit ver du terre, de la nodule, de toutes les interactions qu'il va y avoir entre les éléments fertilisants naturels. Pour éviter de mettre des produits, on utilise de la bagasse, qui est le résidu de la canne broyée. Et ce produit fini est utilisé pour nourrir le sol et empêcher la pousse de mauvaises herbes. Lire un sol, c'est comme lire un livre, si vous voulez, c'est le lire et essayer de le comprendre. Voilà, une jolie métaphore sur ce qu'est un sol et sur la santé des sols. Et on a comme ça tout un tas de capsules vidéo qui expliquent vraiment très concrètement le travail qui est fait et qui permet à ce rhum d'être un rhum d'exception tout en préservant les écosystèmes locaux. Autre manière de concrétiser les choses à l'échelle du produit, c'est d'embrasser un combat qui va prolonger en fait ce qui est fait par la marque sur son amont agricole. C'est tout le travail qui a été fait par Kiri, qui a activé son combat pour la biodiversité en prolongement, et ça ne marche qu'à condition qu'on ait un engagement sur sa chaîne de valeur amont en faveur de la biodiversité. C'est tout le programme amont laitier du groupe Bell. Mais on a été avec Bell, et le WWF, activer et éveiller les enfants sur ces sujets de biodiversité en prolongement de cet engagement agricole pour avoir vraiment un discours très cohérent, très visible des consommateurs. Et ça va avec effectivement d'autres informations on-pack sur les vaches en pâturage, sur la qualité du lait, sur l'approvisionnement local, etc. Mais c'est une autre manière de donner à voir l'engagement de la marque, là en l'occurrence en faveur de la biodiversité. Dernier petit sujet, parfois le projet est encore trop à ses débuts, encore trop technique ou avec des objectifs qui sont compliqués à communiquer quand ils ne sont pas encore atteints. Et c'est difficile de valoriser la création de valeur pour les consommateurs malgré ce que j'ai pu dire avant sur ce qu'on peut faire sur les projets pilotes. Avant de prendre la parole en direction des consommateurs, il y a tout un écosystème de parties prenantes auprès desquelles valoriser sa démarche, et notamment les clients distributeurs qui sont très en attente, évidemment, vous le savez toutes et tous, de ce type de démarche. Donc, développer un discours orienté client-distributeur, embarquer sa force de vente, ses commerciaux autour de ces projets, les équiper pour qu'ils puissent parler de la bonne manière de ces sujets qui sont parfois un peu complexes. C'est très important aussi pour aller travailler ces cibles intermédiaires, ces cibles relais autour de son projet.
Et donc, nous développons beaucoup de trade stories, ce qu'on appelle des trade stories. C'est des supports qui sont vraiment dédiés aux équipes commerciales et qui vont leur permettre de raconter l'histoire dans un objectif de relation avec les clients. Je vous montre ici un petit exemple qu'on a fait pour Panzani il y a quelques années. Panzani s'engage pour la filière blé dur française depuis plus de 10 ans. Il y a quelques années, c'était un peu tôt pour parler de tous ces sujets-là aux consommateurs. Il y avait un certain nombre d'objectifs qui étaient encore en devenir et c'était un peu tôt pour valoriser le programme en lui-même. La marque avait choisi de communiquer en grand public, surtout sur l'approvisionnement français, avant de passer une étape de plus sur l'agriculture régénératrice ou l'agroécologie. Mais en revanche, il y avait beaucoup de choses un peu techniques à raconter sur la fragilité de cette filière, sur tout le travail qui était fait autour des contrats pluriannuels et de la juste rémunération des producteurs. C'était un peu technique pour les consommateurs, mais qui a énormément performé auprès des clients distributeurs et qui a été donc travaillé pour être vraiment avec de la data, avec là plutôt des données un peu techniques, permettre de parler à ses clients de manière adaptée à cette cible. Et de la même manière, on développe aussi, comme ici pour Lipton, ce qu'on appelle nous des fact sheets en direction d'une cible plus d'experts, plus de leaders d'opinion, que ce soit sur des sujets de nutrition, sur des sujets, sur des leaders d'opinion au niveau environnemental ou au niveau des pouvoirs publics, avec là encore une information beaucoup plus fournie, beaucoup plus technique, mais qui nous permet de démontrer aussi la progression, de parler d'un projet qui est en train de se faire à des cibles expertes avec lesquelles il faut aussi entretenir la relation et raconter ce qu'on est en train de faire sans attendre d'être arrivé au bout de notre engagement. Donc voilà un petit panel de toutes les réponses qu'on peut apporter et de comment on peut dépasser les premiers freins ou les limites qui peuvent se présenter quand on veut communiquer sur un projet d'agriculture durable, communiquer sur le sens des projets, ses objectifs, même à l'état de pilote, définir un discours pédagogique vraiment appropriable pour tous les publics, incarner les pratiques, donner la parole à ceux qui font et créer de la valeur aussi auprès des cibles relais et des parties prenantes, notamment les clients distributeurs. Voilà pour la partie un peu valorisation. Et là, on va avoir une synthèse de tout ça, puisque je vais passer la parole à Franck, qui va pouvoir nous raconter le programme Orge Responsable, un programme inspirant porté par les brasseries Kronenbourg et qui, voilà, à la fois s'est développé progressivement et de plus en plus à grande échelle et qui a été valorisé auprès des consommateurs. Donc, peut-être premier petit point, Franck, si vous pouvez nous resituer un peu les brasseries Kronenbourg, parce que vous avez un ancrage local très fort dans l'Est et vous travaillez avec votre territoire dans son ensemble. Donc, peut-être replanter un peu le décor pour celles et ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci de votre participation. Donc, en effet, Brasserie Kronenbourg est ancrée dans le territoire alsacien, puisqu'on est né en 1664 à Strasbourg, et qu'on n'est jamais sorti d'Alsace, et que notre unique brasserie, donc notre unique site de production, est à Obernai, à 30 km de Strasbourg, donc en Alsace. De cette brasserie, on produit environ une bière sur 4 consommée en France. Donc, c'est à peu près notre part de marché, autour de 25%. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, donc notre orge et notre malte d'orge, on a 97% des cultures d'orge et de nos approvisionnements qui sont faites dans un grand quart nord-est, qui peut inclure la Bourgogne et les Hauts-de-France, mais globalement, ça se passe là en France. Donc, c'est quasiment la totalité de nos matières premières céréalières. Et donc, il y a quelques années, avec votre partenaire, les malteries Soufflet Agriculture, vous avez entrepris de transformer votre chaîne de valeur amont sur l'orge. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la jeunesse du projet, la volonté initiale, l'objectif premier, et puis la manière dont justement vous avez progressivement implémenté cette démarche jusqu'à aujourd'hui? Alors, l'idée initiale, c'était la volonté de régénérer. Donc, de régénérer et de prendre soin du sol, de la biodiversité, de l'eau. Avant la préoccupation carbone, c'était vraiment ça, c'était la santé des sols. Et ça, ma patronne, elle tient vraiment à cette notion-là.
Donc, avec cette idée-là, on a consulté notre partenaire qui est Soufflet Agriculture, Soufflet Malterie, et on a co-construit un cahier des charges avec quelques piliers de pratiques agroécologiques, donc avec la rotation des cultures, avec la couverture des sols, avec la juste fertilisation, donc la bonne dose au bon moment, avec la réduction des pesticides, avec la mise en place d'items aussi dans ce cahier des charges autour de la biodiversité, avec les haies, les nichoirs, les perchoirs, etc. Et une fois qu'on a eu construit ce cahier des charges, eh bien, on a embarqué progressivement des agriculteurs. Donc, on a commencé avec la récolte 2022, et là, la récolte 2025 va nous permettre de couvrir la totalité de nos besoins de brassage 2026. Donc, ça concerne 250 agriculteurs, ça concerne autour de 5000 hectares pour 25 000 tonnes d'orge. Voilà, donc Là, vous avez effectivement le résumé des points clés et de ce dont on va discuter maintenant. quels ont été et quels sont selon vous les facteurs clés de succès d'un projet comme celui-là? Qu'est-ce qui a été décisif pour vous dans l'implémentation, soit dans les premiers temps, soit ensuite aujourd'hui, là où vous êtes en passe d'atteindre ce premier grand objectif de 100% à 2026? Alors, je pense que le premier point qui est très important, c'est qu'on a décidé d'engager ce programme de transition sur notre première marque, sur 1664. C'est 40% de nos volumes et c'est 10% de part de marché en France. Donc, dans notre groupe, qui est le groupe Carlsberg, il y a eu plusieurs initiatives en matière d'agriculture durable, mais sur des petites initiatives de niche. Nous, on impacte 10% du besoin en orge brassicole en France. C'est juste énorme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le travail que l'on a réalisé en confiance et en partenariat avec Soufflet Agriculture et Soufflet Malterie. Il y a une excellente coopération. Et ce sont eux les experts, ce sont eux qui disposent de l'expertise, des compétences pour recruter et construire le cahier des charges, recruter et accompagner les agriculteurs. Donc ce deuxième point de coopération et de partenariat est clé. Et je dirais qu'au-delà de ce programme-là, moi j'ai fait beaucoup de supply, je pense que les partenariats clients-fournisseurs, c'est ce qui va permettre d'être plus résilient à l'avenir et de surmonter tous les coups durs qui ne vont pas manquer de nous arriver. Bon, là, c'était une petite parenthèse. Le troisième point, ou le troisième facteur clé de succès, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Donc, Soufflet les a recrutés, accompagnés, et ce sont eux qui font preuve d'engagement, qui font preuve d'adhésion à ce programme-là, qui font preuve de fierté même, de contribuer à rendre plus durable une marque connue nationalement. Alors bien sûr, ça s'appuie aussi sur des incitations financières, mais je pense que le driver premier, il est cette volonté des agriculteurs de s'engager vers quelque chose d'autre, vers une autre agriculture. Ce que je rajouterais aussi en facteur clé de succès, c'est la certification des pratiques, donc par un tiers indépendant. Il faut quand même être cohérent et crédible dans ce qu'on raconte. Et puis, le dernier point, c'est la communication que ça nous permet de réaliser et qu'on va développer maintenant. Donc, effectivement, vous avez choisi assez rapidement lors de l'implémentation du projet de communiquer auprès des consommateurs avec un QR code qui est on-pack sur le pack et aussi sur la bouteille et qui amène vers une appli vers laquelle il va y avoir vraiment du détail avec de la traçabilité à la bouteille. Et une communication assez étayée, assez détaillée sur le programme. Donc ça, c'est quelque chose d'abord que vous avez décidé de mettre en place assez rapidement, même lorsque vous n'aviez pas encore atteint les 100% de couverture de vos besoins. Donc ça, c'est une première chose quand même très intéressante. Et puis, il y a ce sujet de la traçabilité et de l'information sur le produit que j'ai vraiment entre les mains, moi, consommateur. Tout à fait. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Au-delà de ce qu'on va détailler là avec ce QR code, on a aussi fait de la com institutionnelle avec des communiqués de presse. On a mobilisé les directeurs généraux des deux entreprises, donc Soufflet et Cronenbourg, et on a réalisé des conférences de presse dans les champs
donc chez un agriculteur, dans une malterie, dans une brasserie. Donc ça, c'est pour un premier volet. Sur ce deuxième volet, donc le QR code. Donc vous êtes consommateur, ce QR code, il est sur les packs, comme on le voit là, et sur les bouteilles. Vous flashez, vous rentrez le numéro de l'eau, et là, vous avez une traçabilité du champ à la bouteille. Donc vous savez où et quand ça a été récolté, stocké, malté, brassé, conditionné. Ce qu'il est important de préciser, c'est que notre programme, il est en ségrégé et pas en mass balance. Donc, je pense que vous êtes tous spécialistes du domaine. Donc ça veut dire qu'on est vraiment capable d'expliquer facilement aux consommateurs en 2026, 100% de la bière 1664 qu'il va consommer sera brassée à partir de malt d'orge durable ou responsable. Et se ségréguer, ça nous semble quand même... Alors, c'est évidemment des contraintes logistiques, c'est évidemment des surcoûts, mais ça permet une communication à la marque qui est beaucoup plus facile que quand on est en mass balance, où là, la communication, elle est plus facile au niveau corporate et ça devient difficile de communiquer au niveau de la marque. Donc ça, c'est un choix fort que l'on a fait. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marques qui l'aient fait, mais pour nous, ça nous facilite la vie, ça nous rend plus crédibles dans la communication au niveau de la marque. On voit des évolutions au niveau des items d'image. Donc, je ne suis pas un spécialiste du marketing, loin de là, mais sur les items confiance en la marque et sustainability, on voit une progression en 2 ans, donc depuis le début du programme. Les résultats de ce QR code, c'était sur le slide précédent, on est en 2 ans et demi à plus de 360 000 connexions, le temps moyen est autour de 110 secondes. Sur les 3 derniers mois, on est à plus de 50 000 connexions et un temps moyen autour de 100 secondes. Ça veut dire que les consommateurs, s'ils y passent quasiment 2 minutes, c'est qu'ils sont intéressés, c'est qu'ils trouvent du contenu intéressant et qu'ils s'en nourrissent. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction. Ce qu'on leur apporte, c'est un vrai intérêt pour le consommateur. Et ce que je rajouterais par rapport à ce QR code, c'est qu'on est en train de le déployer en CHR. Donc on est en train de distribuer plus d'1 million de sous-bocs avec un QR code pour que le client, le consommateur en CHR, il puisse faire la même expérience que le client en GMS. C'est un retour d'expérience vraiment très intéressant parce que ce QR code on-pack permet vraiment de développer un discours très, très détaillé. Enfin voilà, c'est la solution à nos enjeux de faire de la pédagogie, d'expliquer, alors qu'on a très peu de place sur les emballages, ça dépend des produits, mais c'est un emplacement contraint. Vous avez cette logique de localisation sur une carte de France, et vous confirmez en fait le fait que le consommateur, quand on lui met à disposition une information, il va la consulter et il y passe, vous l'avez dit, presque 2 minutes. Donc c'est un retour d'expérience, je pense, très éclairant pour tout le monde, de se dire que quand on met à disposition cette information, elle est consultée et elle a un effet positif aussi, puisque vous l'avez dit, les items de marque évoluent favorablement grâce à ce programme et à l'information qui est donnée autour. Est-ce que, du point de vue dans vos relations avec les clients distributeurs, vous avez vu aussi un impact de cette pratique-là? C'est peut-être plus difficile à évoluer parce que ça s'intègre dans des discussions plus globales, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu valoriser aussi avec les distributeurs? Alors, question difficile. On reçoit régulièrement des grands comptes ici à la brasserie et on met en avance notre programme agricole qui est pionnier et qui est unique. Donc, il y a un grand intérêt. Maintenant, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que ce soit décisif dans les box de négo. Pour autant, on voit apparaître beaucoup d'initiatives des grands distributeurs GMS pour conclure des contrats extra-financiers, donc basés sur des vrais plans de progrès autour du développement durable. Et ces programmes d'agriculture régénératrice ou durable ont toute leur place. Et d'ailleurs, la semaine dernière, dans la presse, il y a eu un communiqué où il y a un programme de ce type-là qui a fait l'objet d'une signature entre un industriel et un distributeur. Donc, ça va arriver, et très très vite, je pense.
tout à fait. On est complètement d'accord avec vous. Donc, effectivement, l'information, la donnée qui était un élément important de la présentation de Mathieu et qui est aussi clé dans votre programme, qui permet aussi d'aller répondre aux attentes des clients distributeurs et qui permet d'apporter une information très étayée, très concrète aux consommateurs ou à d'autres parties prenantes. Merci beaucoup, Franck, pour ce partage de ce projet à la fois pionnier sur sa partie agricole et sur sa partie communication. Donc, une bonne synthèse de ce qu'on a raconté, Mathieu et moi. On vous laisse la parole à vous toutes et toutes qui êtes avec nous. Est-ce que vous avez des questions pour Franck, pour Mathieu ou pour moi? Il nous reste un peu moins de 10 minutes. La parole est à vous. Si vous souhaitez, je regarde s'il y a des questions dans le chat. Alors, sur la partie Seaways, le bio est majeur, étant majeur, mais absent sur cette diapo. C'est assez paradoxal sur le bio, ça reste, on le voit dans les études de Seaways, on voit que ça reste une attente très forte des consommateurs, mais avec des contraintes économiques actuelles, c'est un peu quelque chose de très désirable. On voit ce que ça projette, on voit ce que les consommateurs projettent derrière, puisque dans d'autres parties des études Seaways, on voit qu'il y a une grosse inquiétude sur les pesticides, sur les pollutions. Donc le bio apparaît comme la solution et pour autant, on sait bien qu'aujourd'hui, le marché du bio n'est pas au mieux de sa forme. Les consommateurs sont assez paradoxaux avec ça, mais ils sont dans une aspiration de quelque chose de plus raisonné en termes d'agriculture et le bio est pour eux l'expression ultime de ça. Mais sur d'autres parties de l'étude, on voit que le thème d'agriculture raisonnée, d'ailleurs, revient dans le wording des consommateurs, qui est un terme qu'on avait moins vu ces dernières années. Alors, je vois que Capucine a levé la main et en parallèle, je lis les commentaires. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ces présentations très, très claires et qui font plaisir au moral, on va dire, sur les évolutions possibles. Un des gros sujets sur cette transition de l'amont agricole, c'est effectivement comment on participe à la prise de risque du monde agricole. Et on entend souvent, il va y avoir un bout payé par le conso, un bout payé par des crédits ou des primes filières, au-delà peut-être de ce que les pouvoirs publics français ou européens peuvent apporter. Ce que je voulais avoir un peu comme la question que je voulais poser, c'est côté à la fois Agroterrain et puis Brasserie Cronenbourg, vous, quel est votre retour sur cette capacité à financer ce changement? Est-ce que côté Brasserie Cronenbourg, vous avez aussi des indicateurs de suivi de la fréquence d'achat ou de l'augmentation en fait, du prix de vente du produit auprès des consos? Et est-ce que vous suivez quelque part une forme de ROI sur ce type de produit? Vous êtes de quelle organisation, Capucine? Je suis à mon compte en travaillant sur les sujets d'adaptation. Ok, merci. Est-ce que Franck, vous avez des éléments? Donc nous, on finance via des premiums, hein, donc on a un surcoût à la tonne de malt d'orge par rapport à du conventionnel. On a décidé d'assumer ce surcoût et de ne pas le répercuter aux consommateurs. Et par ailleurs, on n'a pas non plus de subvention publique. Maintenant, ça fait partie de mon travail en cours, de voir comment on peut alors soit aller chercher des subventions publiques, soit mutualiser les surcoûts avec d'autres partenaires de la rotation, puisqu'on met en place des rotations chez nos agriculteurs, donc forcément il y a des débouchés pour d'autres industriels. Voilà, c'est des réflexions en cours qui n'ont pas encore abouti. Et je pense que c'est clé et que Mathieu, tu as peut-être quelque chose à dire sur la coopération entre les différents acteurs à l'échelle de la rotation, à l'échelle de la ferme, qui peut être vraiment une voie. Oui, non, mais exactement. Je te rejoins, Franck, là-dessus, de dire que finalement, aujourd'hui, les démarches portées par les industriels qui sont assez pionnières, finalement, à l'image de ce qu'on a vu pour 1664, sont aujourd'hui, en fait, porter le surcoût par ces industriels, sans mettre finalement un premium prix pour les consommateurs finaux. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des démarches finalement de cofinancement, puisque effectivement, comme Franck le disait, il y a
une rotation qui s'installe à l'échelle de la ferme et une nécessité finalement de mutualiser les coûts, les risques liés au changement de pratique et une démarche qui peuvent être partagées en fait. Mais aujourd'hui, le ROI, on va dire, ne se fait encore peu ou pas, en tout cas à ma connaissance, par une vente d'un produit plus cher. Merci. Oui, et c'est difficile de faire la part des choses en plus entre ce qui est un attendu de plus en plus et de pouvoir valoriser le côté un peu premium ou pionnier d'une démarche. C'est tout l'intérêt de la communication pour ça. Et de la coopération entre les différents acteurs. Et Franck, ça faisait partie des points clés de succès, la coopération en l'occurrence avec votre fournisseur, mais la coopération avec d'autres acteurs sera certainement une voie pour que ce soit moins lourd à porter pour chacun. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on se quitte? Il y a une question dans le chat. Pardon, j'ai refermé. De quelles ressources temps oui. humain avez-vous disposé pour mettre en place cette campagne QR code? C'est à Franck. Alors de notre côté, je dirais qu'il y a un tiers d'une ressource marketing pendant quelques mois, un tiers d'une ressource chef de projet, pareil, un morceau d'achat pendant quelques temps. Et ensuite, je pense que ça dépend aussi de la maturité de l'organisation et qui consomme plus ou moins de temps pour décider les décideurs. Donc là, c'est vous qui savez dans votre entreprise si vous allez devoir batailler pour imposer votre projet ou si votre patron est convaincu et que ça va passer tout seul. C'est vrai que le temps de conviction interne peut être plus ou moins long et d'aligner tout le monde. Et après, il y a des ressources côté fournisseur que là, je ne connais pas. Oui. Mais il y a tout le développement de la blockchain, etc. Forcément, ça fait appel à des expertises que nous, on ne maîtrise pas et qui prennent aussi forcément du temps. Merci Franck pour ces éclairages qui sont effectivement importants dans ce type de projet. Qu'entendez-vous par des premiers contrats extra-financiers conclus avec les GMS? Je crois que ça faisait écho à des accords commerciaux qui ont été annoncés dans la presse là récemment par, je crois, Carrefour, sur des projets liés au développement durable, projets dont vraiment la nature est liée à la sustainability. C'est exactement ça. Et on voit de plus en plus ces projets-là émerger. Et il faut être prêt à pouvoir répondre à ces demandes qui vont aller crescendo de la part des distributeurs qui cherchent évidemment, entre autres, à décarboner leur scope 3. Et leur scope 3, c'est vous les marques. Donc forcément, ils se tournent vers les entreprises pour avoir de la data sur ce scope 3, ce qui est de plus en plus difficile d'avoir de la donnée spécifique. Alors, je vois qu'on a des mots de remerciement, mais merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Les personnes commencent à nous quitter. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je ne pense pas. Un grand merci, Franck, pour ce partage de ce très beau projet très complet. Merci Mathieu pour avoir bien expliqué tous les ressorts d'Agoterra et pour ces espoirs que vous portez tous les deux sur la transformation de nos chaînes agricoles. Beaucoup de choses sont en cours et en train de se faire. Et il faut le faire savoir pour changer aussi les perceptions et engager les consommateurs qui sont des acteurs, comme nous tous, de ces transformations. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous. Et puis, si d'autres questions arrivent par la suite, vous pouvez nous contacter avec le lien de l'invitation, m'envoyer un petit mail. On y répondra. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Et merci Bonne journée. encore, Franck et Mathieu. Merci. Au revoir. Au revoir.